grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Madame Potter était la sœur de Dame Dursley, mais toutes les deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Madame Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque monsieur et madame Dursley s'éveillèrent au matin du mardi où commence cette histoire, il faisait gris et triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate la plus sinistre pour aller travailler, et madame Dursley racontait en ton badin les derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise de bébé le jeune Dudley qui braillait de toute la force de ses poumons. Aucun d'eux ne remarqua la grosse chouette Hulotte au plumage mordoré qui voleta devant la fenêtre. À 8h30, monsieur Dursley prit son attaché-caisse, déposa un baiser sous la joue de madame Dursley et essaya d'embrasser Dudley, mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre les murs de la pièce le contenu de son assiette de céréales. Sacré petit bonhomme, gloussa monsieur Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à sa maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite, un chat qui lisait une carte routière. Pendant un instant, monsieur Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigré assis au coin de Privet Drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. Monsieur Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint son regard. Tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route, monsieur Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait Privet Drive. Mais non, voyons, il ne lisait pas. Il regardait la plaque. Les chats sont incapables de lire des cartes et des écriteaux. Monsieur Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qui le mena vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande perceuse qu'il espérait obtenir ce jour. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville, quelque chose d'autre chassa les perceuses de sa tête. Assis au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon.
marcha sur le parking de la Grunnings. Les perceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du 9e étage, M. Dursley s'asseyait. Toujours dos à la fenêtre, s'il en avait été autrement, il aurait sans doute un peu plus de mal que d'habitude à se concentrer sur ses perceuses. Ce matin-là, il ne vit pas les hiboux qui volaient à tire-d'aile en plein jour. Mais en bas dans la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien, bouche bée. Ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hibou, même la nuit. M. Dursley, cependant, ne remarqua rien d'anormal et aucun hibou ne vint troubler sa matinée. Il réprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires. Il se sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner, où il songea qu'il serait bon de se dégourdir un peu les jambes. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants vêtus de cap lui étaient complètement sortis de la tête, mais lorsqu'il en vit à nouveau quelques-uns à proximité de la boulangerie, il passa devant eux en leur lançant un regard courroucé. Il ignorait pourquoi, mais il le mettait mal à l'aise. Ceux-là aussi chuchotaient d'un air surexcité, et il ne vit pas la moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Quand il sortit de la boutique avec un gros beignet enveloppé dans un sac, il entendit quelques mots de leur conversation. Les Potter, c'est ça ce que j'ai entendu dire. Oui, leur fils Harry. M. Dursley s'immobilisa, envahi par une peur soudaine. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient, comme s'il s'apprêtait à leur dire quelque chose, mais il se ravisa. Il traversa la rue en toute hâte, se dépêcha de remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il reposa le combiné et se caressa la moustache. Il réfléchissait. Non, décidément, il était idiot. Potter n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avaient un fils prénommé Harry. Et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomme véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Il était inutile d'inquiéter Madame Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Si lui-même avait eu une sœur comme celle-là, mais enfin quand même, tous ces gens vêtus de cap. Cet après-midi-là, il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses, et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était si préoccupé qu'il heurta quelqu'un juste devant sa porte. Navré, grommela-t-il au vieil homme minuscule qu'il avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que M. Dursley se rende compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été presque renversé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit d'un large sourire, tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante qui lui attira le regard des passants. Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. Même les moldus comme vous devraient fêter cet heureux, très heureux jour. Le vieil homme prit alors M. Dursley par la taille et le serra contre lui avant de poursuivre son chemin. M. Dursley resta cloué sur place. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu venait de le prendre dans ses bras et l'avait appelé moldu, ce qui n'avait aucun sens. Il en était tout retourné et se
bien mystérieux, conclut le présentateur en s'autorisant un sourire. Et maintenant, voici venue l'heure de la météo, avec les prévisions de Jim McGuffin. Alors Jim, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres chutes d'hiboux au cours de la nuit prochaine? Ça, je serais bien incapable de vous le dire, Ted, répondit l'homme de la météo. Mais sachez en tout cas que les hiboux n'ont pas été les seuls à se comporter d'une étrange manière. Des téléspectateurs qui habitent dans des régions aussi éloignées les unes des autres que le Kent, le Yorkshire et la côte est de l'Écosse m'ont téléphoné pour me dire qu'au lieu des affaires que j'ai prévues aujourd'hui, ils ont vu des véritables pluies d'étoiles filantes. Peut-être s'agissait-il des feux de joie de la nuit du 5 novembre. Bien que ce ne soit pas encore la saison, quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le temps de la nuit prochaine sera très humide. Monsieur Dursley se figea dans son fauteuil. Des pluies d'étoiles filantes sur tout le pays, des hiboux qui volent en plein jour, des gens bizarres vêtus de capes, et ces murmures sous les poteurs. Monsieur Dursley entra dans le salon avec 2 tasses de thé. Décidément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait lui en parler. Monsieur Dursley, un peu nerveux, s'éclaircit la gorge. Pétunia, ma chérie, dit-il, tu n'as pas eu de nouvelles de ta sœur récemment? Comme il s'y attendait, son épouse parut choquée et furieuse. Elle faisait toujours semblant de ne pas avoir de sœur. Non, répondit-elle sèchement. Pourquoi? Ils ont eu ces trucs bizarres à la télé, grommela M. Dursley, des histoires de hiboux, d'étoiles filantes. Et il y avait tout un tas de gens qui avaient un drôle d'air aujourd'hui. Et elle relança Madame Dursley. Rien, je me disais que peut-être ça avait quelque chose à voir avec sa bande. M. Dursley retroussa ses lèvres en buvant son thé à petites gorgées. Son mari se demandait s'il allait oser lui raconter qu'il avait entendu prononcer le nom de Potter. Il préféra s'en abstenir, d'un air aussi détaché que possible. Il dit: leur fils, il a à peu près le même âge que Dudley, non? J'imagine, répliqua Madame Dursley avec raideur. Comment on les appelle déjà? Howard, c'est ça? Harry, un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. Ah oui, répondit M. Dursley, en sentant son cœur s'arrêter. Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne dit pas un mot de plus à ce sujet, tandis qu'il montait l'escalier pour aller se coucher. Pendant que Madame Dursley était dans la salle de bain, M. Dursley se glissa vers la fenêtre de la chambre et jeta un coup d'œil dans le jardin. Le chat était toujours là. Il regardait dans la rue, comme s'il attendait quelqu'un. M. Dursley imaginait-il des choses? Tout cela avait-il en lien avec les Potter? Si c'était le cas, s'il s'avérait qu'ils étaient parents avec des... Non, il ne pourrait jamais le supporter. Les Dursley se mirent au lit. Madame Dursley s'endormit très vite, mais son mari resta éveillé, retournant dans sa tête les événements de la journée. La seule pensée qui le consola, avant de sombrer enfin dans le sommeil, ce fut que même si les Potter avaient vraiment quelque chose à voir avec ce qui s'était passé, il n'y avait aucune raison pour que lui et sa femme en subissent des conséquences. Les Potter savaient parfaitement ce que Pétunia et lui pensaient des gens de leur espèce, et il ne voyait pas comment tous deux pourraient être mêlés à ces histoires. Il bâilla et se retourna. Rien de tout cela ne pouvait les affecter, et il avait grand tort de penser ainsi. Tandis que M. Dursley se laissait emporter dans un sommeil quelque peu agité, le chat sur le mur, lui, ne montrait aucun signe de somnolence. Il restait assis, immobile, comme une statue, fixant de ses yeux grands ouverts le coin de Privet Drive. Il n'eut pas la moindre réaction lorsqu'une portière de voiture claqua dans la rue voisine, ni quand 2 hiboux passèrent au-dessus de sa tête. Il était presque minuit quand il bougea enfin. Un homme apparut à l'angle de la grande rue que le chat avait observé pendant tout ce temps. Il apparut
chaussé de bottes à hauts talons munis de boucles. Ses yeux bleus et brillants étincelaient derrière des lunettes en demi-lune, et son long nez crochu donnait l'impression d'avoir été cassé au moins 2 fois. Cet homme s'appelait Albus Dumbledore. Albus Dumbledore n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il venait d'arriver dans une rue où tout en lui, depuis son nom jusqu'à ses bottes, ne pouvait qu'être indésirable. Il était occupé à chercher quelque chose dans sa longue cape, mais sembla s'apercevoir qu'il était observé, car il leva brusquement les yeux vers le chat, qui avait toujours le regard fixé sur lui à l'autre bout de la rue. Pour une raison quelconque, la vue du chat parut l'amuser. Il eut un petit rire et marmonna. J'aurais dû m'en douter. Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans une poche intérieure. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en révéla le capuchon, le tendit au-dessus de sa tête et l'alluma. Le réverbère le plus proche s'éteignit. Alors, avec un petit claquement, l'homme alluma à nouveau le briquet. Le réverbère suivant s'éteignit à son tour 12 fois. Il actionna ainsi l'éteignoir jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune lumière dans la rue, à part 2 points minuscules qui brillaient au loin. C'étaient les yeux du chat, toujours fixés sur lui. Quiconque aurait regardé par la fenêtre en cet instant, même Madame Dursley et ses petits yeux de fouine, auraient été incapables de voir le moindre détail de ce qui se passait dans la rue. Dumbledore rangea son éteignoir dans la poche de sa cape et marcha en direction du numéro 4. Lorsqu'il y fut parvenu, il s'assit sur le muret, à côté du chat. Il ne lui accorda pas un regard, mais après un moment de silence, il lui parla. « C'est amusant de vous voir ici, professeur McGonagall, lui dit-il. » Il tourna la tête pour adresser un sourire au chat tigré, mais celui-ci avait disparu. Dumbledore souriait à présent à une femme d'allure sévère avec des lunettes carrées qui avaient exactement la même forme que les motifs autour des yeux du chat. Elle aussi portant une cape d'envers émeraude, ses cheveux étaient tirés en un chignon serré et elle avait l'air singulièrement agacée. « Comment avez-vous su que c'était moi ?» demanda-t-elle. « Mon cher professeur, je n'ai jamais vu un chat se tenir d'une manière aussi raide. Vous aussi, vous seriez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques, répondit le professeur McGonagall. Toute la journée, alors que vous auriez pu célébrer l'événement avec les autres. En venant ici, j'ai dû voir une bonne douzaine de fêtes et de banquets. » Le professeur McGonagall renifla d'un air courroucé. « Oui, oui, je sais. Tout le monde fait la fête, dit-elle avec agacement. On aurait pu penser qu'il serait plus prudent, mais non, pas du tout. Même les moldus ont remarqué qu'il se passait quelque chose. Ils en ont parlé aux nouvelles. » Elle montra d'un signe de tête la fenêtre du salon des Dursley, plongée dans l'obscurité. « Je l'ai entendu moi-même. Ils ont signalé des vols de hiboux, des pluies d'étoiles filantes. Les moldus ne sont pas complètement idiots. Il était inévitable qu'ils s'en aperçoivent. Des étoiles filantes dans le Kent. Je parie que c'est un grand coup de Dedalus Diggle. Il n'a jamais eu beaucoup de jugeotes. » « On ne peut pas leur en vouloir, dit Dumbledore avec douceur. Nous n'avons pas eu grand-chose à célébrer depuis 11 ans. Je sais, répliqua la professeure McGonagall d'un ton sévère, mais ce n'est pas une raison pour perdre la tête.
sortit de ses esquimaux au citron ne parut pas le remarquer. Si nous continuons à dire vous savez qui, nous allons finir par créer la confusion. Je ne vois aucune raison d'avoir peur de prononcer le nom de Voldemort. Je sais bien que vous ne voyez pas, répliqua le professeur McGonagall, qui semblait moitié exaspérée, moitié admirative. Mais vous êtes différent des autres. Tout le monde sait que vous êtes le seul à avoir jamais fait peur à vous savez qui, ou à Voldemort si vous tenez. Vous me flattez, dit Dumbledore d'une voix tranquille. Voldemort dispose de pouvoirs que je n'ai jamais eus. C'est simplement parce que vous avez trop de, disons, de noblesse pour en faire usage. Heureusement qu'il fit nuit. Je n'ai jamais eu autant rougi depuis le jour où Madame Pomfrey m'a dit qu'elle trouvait mes nouveaux cache-oreilles ravissants. Le professeur McGonagall lança un regard perçant à Dumbledore. Les hiboux, ce n'est rien comparé aux rumeurs qui circulent, déclara-t-elle. Vous savez ce que tout le monde dit sur les raisons de cette disparition, ce qui a fini par l'arrêter. Apparemment, le professeur McGonagall venait d'aborder le sujet qui lui tenait le plus à cœur, la véritable raison qu'il avait décidé à attendre toute la journée assis sur un mur glacial, car jamais un chat ni une femme n'avait fixé Dumbledore d'un regard aussi pénétrant que celui du professeur en cet instant. À l'évidence, elle n'avait pas l'intention de croire ce que tout le monde disait, tant que Dumbledore n'aurait pas confirmé qu'il s'agissait bien de la vérité. Dumbledore, cependant, était occupé à choisir un autre esquimau et ne lui répondit pas. Ce qu'ils disent, poursuivit le professeur, c'est que Voldemort est venu hier soir à Godricolo pour y chercher les Potter. D'après la rumeur, Lily et Potter sont... Enfin, on dit qu'ils sont morts. Dumbledore inclina la tête. Le professeur McGonagall avait du mal à reprendre sa respiration. Lily et James, je n'arrive pas à y croire. Je ne voulais pas l'admettre. Oh Albus. Dumbledore tendit la main et lui tapota l'épaule. Je sais, dit-il gravement. Et ce n'est pas tout, reprit le professeur McGonagall d'une voix tremblante. On dit qu'il a essayé de tuer Harry, le fils des Potter, mais il en a été incapable. Il n'a pas réussi à supprimer ce bambin. Personne ne sait pourquoi ni comment, mais tout le monde raconte que lorsqu'il a essayé de tuer Harry Potter sans y parvenir, le pouvoir de Voldemort s'est brisé, pour ainsi dire. Et c'est pour ça qu'il a disparu. Dumbledore hocha la tête d'un air sombre. C'est vrai, bredouilla le professeur McGonagall. Après tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il a tués, il n'a pas réussi à tuer un petit garçon. C'est stupéfiant. Rien d'autre n'avait pu l'arrêter. Mais au nom du ciel, comment se fait-il que Harry ait pu survivre? On ne peut faire que des suppositions, répondit Dumbledore. On ne saura peut-être jamais. Le professeur McGonagall sortit un mouchoir en dentelle et s'essuya les yeux sous ses lunettes. Dumbledore inspira longuement en prenant dans sa poche une montre en or qu'il consulta. C'était une montre très étrange. Elle avait 12 aiguilles mais pas de chiffres. À la place, il y avait des petites planètes qui tournaient au bord du cadran. Tout cela devait avoir un sens pour Dumbledore, car il remit sa montre dans sa poche en disant « Hagrid est en retard, au fait. J'imagine que c'est lui qui vous a dit que je serais ici. » « Oui, admit le professeur McGonagall, et je suppose que vous n'avez pas l'intention de me dire pour quelle raison vous êtes venu à cet endroit précis. Je suis venu confier Harry à sa tante et à son oncle. C'est la seule famille qui lui reste désormais. » « Vous voulez dire... Non, ce n'est pas possible. Pas les gens qui habitent dans cette maison, » s'écria le professeur McGonagall en se levant d'un bond, le doigt pointé sur le numéro 4 de la rue. « Dumbledore, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Je les ai observés toute la journée. On ne peut pas imaginer des gens plus différents de nous. En plus, ils ont un fils. Je l'ai vu donner des coups de pied à sa mère tout au long de la rue en hurlant pour réclamer des bonbons. Harry Potter, venir vivre ici. C'est le meilleur endroit pour lui, répliqua Dumbledore, d'un ton ferme. Son oncle et sa tante lui expliqueront tout quand il sera plus grand. Je leur ai écrit une lettre. Une lettre, répéta le professeur McGonagall d'une voix éteinte en se rasseyant sur le muret.
soudain sa cape, comme si elle pensait que Harry était peut-être caché dessous. C'est Hagrid qui doit l'emmener, dit Dumbledore. Et vous croyez qu'il est sage de confier une tâche aussi importante à Hagrid? Je confierai ma propre vie à Hagrid, assura Dumbledore. Je ne dis pas qu'il manque de cœur, répondit le professeur McGonagall avec réticence, mais reconnaissez qu'il est passablement négligent. Il a tendance à... Qu'est-ce que c'est que ça? Un grondement sourd avait brisé le silence de la nuit. Le bruit augmenta d'intensité, tandis qu'il scrutait la rue des deux côtés pour essayer d'apercevoir la lueur d'un phare. Le grondement se transforma en pétarade au-dessus de leur tête. Ils levèrent alors les yeux et virent une énorme moto tomber du ciel et atterrir devant eux sur la chaussée. La moto était énorme, mais ce n'était rien comparé à l'homme qui était assis dessus. Il était près de 2 fois plus grand que la moyenne et au moins 5 fois plus large. Il était même tellement grand qu'on avait peine à le croire. On aurait dit un sauvage avec ses longs cheveux noirs en broussailles, sa barbe qui cachait presque entièrement son visage, ses mains de la taille d'un couvercle de poubelle et ses pieds chaussés de bottes en cuir qui avaient l'air de bébés dauphins. L'homme tenait un tas de couvertures dans ses immenses bras musculeux. Hagrid, dit Dumbledore avec soulagement, vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto? L'ai empruntée, professeur Dumbledore. Monsieur, répondit le géant en descendant avec précaution de la moto. C'est le jeune Sirius Black qui me l'a prêté. Ça y est, j'ai réussi à vous l'amener, monsieur. Vous n'avez pas eu de problème? Non, monsieur, la maison était presque entièrement détruite, mais je me suis débrouillé pour le sauver de
chance, Harry, murmura-t-il. Il se retourna et disparut dans un bruissement de cape. Une brise agitait les haies bien taillées de Privet Drive. La rue était propre et silencieuse, sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. Harry Potter se retourna sous sa couverture sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posée à côté de lui et il continua de dormir. Sans savoir qu'il était un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que dans quelques heures, il serait réveillé par le cri de Madame Dursley qui ouvrirait la porte pour sortir des bouteilles de lait et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin de lait. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des gens s'étaient rassemblés